nous allons nous intéresser avec Cynthia Fleury au ressentiment. Il s'avère que parfois, une frustration va générer du ressentiment parce qu'on aimerait atteindre un objectif et qu'on n'y arrive pas. Le ressentiment, comment ça se gère, comment ça se sublime? On va y répondre avec toi, Cynthia. On se tutoie, hein. Alors, Cynthia, bonjour. Bonjour. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le repréciser. Tu es un philosophe, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Philosophie à l'hôpital du GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, et tu es aussi autrice d'un livre qui a pour titre Sigie la mer, mais la mer avec un L apostrophe, hein, la mer d'amertume. C'est édité chez Gallimard. J'ai une petite question justement à te poser. Est-ce que finalement, ce Winter Festival n'est pas une sublimation d'une frustration? Est-ce qu'on peut considérer ça comme ça? En tout cas, on peut l'espérer. On peut l'espérer dans la mesure où il a eu plusieurs naissances compliquées, oui. Ça a été un événement sans cesse reporté. Et d'ailleurs, j'en dirai quelque chose parce qu'il y a un personnage que je vais aller solliciter qui est Dionysos, une figure mythique, mythologique, qui est Dionysos et qui est l'incarnation de la double naissance. Donc je crois qu'on a eu, même de la triple naissance, on a eu une triple naissance ici, ce qui montre la détermination, malgré tout, à produire quelque chose. Donc oui, d'une certaine manière, il y a un petit peu de différer. Vous savez, dans la sublimation, c'est la question de différer sa satisfaction, mais la satisfaction n'est jamais sûre. Ce qui est certain, c'est le différé. Donc, il faut véritablement apprendre à gérer et à travailler avec cette notion du différé, de mettre à distance et de voir comment on peut trouver une forme de joie dans cette distance et non pas un sentiment de renonciation, de perte, etc. Alors en plus, quand à la fin il advient un festival, c'est génial. Voilà, là c'est magnifique. Alors ça va être ton tour de nous faire parcourir les méandres de ta pensée avec cette thématique. Comment peut-on dépasser le ressentiment? Merci. Donc oui, moi je vais essayer effectivement de jouer un peu avec les termes qui nous sont proposés, mais par une grille particulière qui est celle de la clinique du ressentiment, de voir effectivement comment on peut lier la question du ressentiment et de la naissance, déjà. Qu'est-ce qui se passe à la naissance, qui éventuellement viendrait ou pas nous fragiliser sur cette question du ressentiment. Bien évidemment, voir aussi comment, par la question de la sublimation, par la question du dépassement du ressentiment, on pourrait aller sur cette notion de renaissance. Comment, d'une certaine manière aussi, être dans le ressentiment, c'est véritablement toujours empêcher la naissance. C'est produire de la non-issue. Donc ça, je vais essayer d'en dire quelque chose. Alors, il y a à peu près 7 mini-parties. D'abord, le premier point, c'est qu'il n'y a pas que les catastrophes du réel. Quand je parle du réel, je veux parler du réel en tant que grand extérieur, ce qui nous arrive, comme par exemple l'expérience que nous vivons aujourd'hui au travers de la Covid, mais il n'y a pas que les grandes catastrophes physiques du réel qui peuvent nous détruire. Il y a également des catastrophes de l'intérieur, qui sont produites par l'intérieur, comme des sortes, non pas de morts physiques, mais tout simplement des morts de l'esprit. Et on pourrait poser d'une certaine façon que l'expérience du ressentiment, c'est cela. C'est une catastrophe intérieure, c'est c'est un enlisement. Alors, quand je dis catastrophe, on a le sentiment que ça advient de l'extérieur. C'est d'ailleurs très souvent ce que les sujets ressentimistes veulent poser, ils se posent comme victimes. On va voir que c'est pas aussi simple que ça et que le sujet peut avoir, et très souvent il a une responsabilité dans cette catastrophe de l'intérieur qu'il produit et dans le fait qu'il va venir empêcher, au lieu de produire une évolution, il va produire une forme d'involution, de repli. Il va empêcher précisément la naissance, la transformation intérieure. Alors qu'est-ce qu'on appelle
Le ressentiment, c'est une expérience d'auto-empoisonnement. C'est comme ça que vous le trouvez notamment chez Nietzsche, qui va parler d'intoxication, qui va parler d'araignées, de tarentules. Alors c'est terrible parce que l'araignée, c'est une... Après tout, c'est une formule, c'est une idée assez magnifique. Hein. Donc, pourquoi cette pauvre bête, on irait là alors qu'elle tisse? Et elle pourrait être au contraire quelque chose de terriblement névrotique, mais dans le bon sens du terme, parce que d'une certaine manière, la sublimation, oui, ça a à voir avec la névrose, ça n'a pas à voir avec la psychose, mais ça a à voir avec la névrose au sens où on va pouvoir tisser quelque chose avec une obsession, on va pouvoir tisser avec un manque, notamment. Mais Nietzsche parle d'une intoxication, d'un auto-Scheller plus tard, hein, vers 1912, au travers d'un texte qui s'appelle « L'homme du ressentiment ». Voilà, va également poser cette question de l'auto-empoisonnement. Alors, comment ça se passe ? Il y a un phénomène, en fait, il y a un double phénomène, un double mouvement. Plus le sujet s'enfonce dans le ressentiment, c'est-à-dire une rumination, il perd d'une certaine manière la valeur créatrice de la répétition, parce que la répétition peut bien évidemment produire quantité de choses positives. Là, ce n'est pas une répétition, c'est un enfermement, hein, c'est une obsession d'hyper-négativité et surtout de projection sur l'extérieur de soi, sur le monde, de grande dépréciation, de grand dénigrement. Et donc vous avez ce phénomène qui est qu'à l'intérieur, il y a un phénomène comme ça d'assèchement qui se met en place, et cet assèchement est d'autant plus lourd que quand vous vous tournez vers l'extérieur, comme vous projetez sur l'extérieur ce sentiment de négativité profonde, vous n'êtes plus dans le discernement possible. D'ailleurs, très, très souvent, les sujets ressentimistes ont une vision totalement binaire, totalement terne, totalement indifférenciée de ce monde. Or, on sait très bien que ce que Adorno, plus tard, a appelé le regard constellaire sur le monde, est une ressource. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est en regardant tous les micros, toutes les surprises de ce monde que nous pouvons nous en nourrir et, d'une certaine manière, nous ressourcer et ensuite être nous-mêmes une puissance de commencement. Et quand je dis une puissance de commencement, bien évidemment, c'est une puissance de natalité, c'est une puissance de naissance et de renaissance. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que il existe bien évidemment les traumatismes. Les traumatismes, quand vous prenez notamment chez Freud, qui au travers d'un cas fameux qui s'appelle le cas du président Schreiber, il parle, Freud, d'un meurtre d'âme. Un meurtre d'âme, c'est véritablement quelque chose qui a lieu dans l'enfance, dans cette fenêtre très particulière de l'enfance, où normalement tout est là pour éclore, et il se passe à ce moment-là précisément quelque chose qui va venir empêcher le développement de l'enfant. Et qu'est-ce qui va venir empêcher le développement de l'enfant ? C'est des questions souvent de maltraitance, de violence, c'est parfois aussi de l'indifférence. C'est terrible d'être l'enfant de l'indifférence, du manque de soins. Donc c'est pas forcément, vous voyez, que la violence, la violence entre guillemets à proprement parler de la maltraitance. Ça peut être la violence de l'absence tout simplement de soins, de prendre soin, d'avoir bénéficié de cette attention d'un autre, et en l'occurrence des parents ou d'un adulte. Et à ce moment-là, Freud parle d'un meurtre d'âme, c'est-à-dire que voilà, toute la vie, il y aura ce phénomène d'un traumatisme conscient, inconscient. Ça ne veut pas dire, heureusement, que c'est du déterminisme absolu, mais il y a ce meurtre d'âme. Le ressentiment, c'est terrible parce que c'est une forme de meurtre d'âme alors qu'il n'y a pas eu de traumatisme. Vous voyez, donc c'est cette différence, c'est-à-dire que si il y a un simulacre de traumatisme, et le simulacre, je le dis sans jugement sur la question du simulacre, je dis simplement le fait qu'il y a une falsification du traumatisme, puisque le traumatisme, c'est celui de ce qui n'est pas advenu, de ce qui n'a pas eu lieu.
Donc le sujet ressentimiste est celui qui se pose comme étant victime de ce qui avait été espéré, de ce qui aurait dû avoir lieu et qui n'a pas eu lieu. Donc vous voyez, ce qui fait effraction dans le psychisme pour le sujet, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas la catastrophe, ce n'est pas le trauma au sens de véritablement l'épreuve, mais c'est précisément ce qui avait été espéré et qui est ressenti comme une perte infinie, comme le fait d'être lésé et de ne pas pouvoir avoir pu bénéficier de cette chose qui était espérée. Donc dans ce sens-là, c'est un délire imaginaire. Donc voilà, ça renvoie à de l'imagination. Ça renvoie aussi, tous les sujets ressentimistes sont des sujets qui précisément ont un déficit de symbolisation. Et il faut comprendre que la symbolisation, c'est quoi? C'est tout ce qui nous permet de faire avec l'absence. Et ça, c'est très très important parce que, d'abord, l'absence est notre lot quotidien, si j'ose dire, ne serait-ce que notre future propre absence au travers de la question de la mort et de la finitude, mais par ailleurs, l'absence de l'autre, la question de la séparation, notamment. Donc si nous ne sommes pas aptes à produire de la symbolisation, nous ne serons pas aptes à produire de la sublimation et nous ne serons pas aptes à transformer les différentes épreuves de la vie précisément en essence d'autre chose. Donc cette expérience d'auto-empoisonnement, d'intoxication, elle produit un affaiblissement du sujet très important. Et puis, elle empêche tout simplement que le sujet se déploie, se développe. Et donc, petit à petit, il va s'enfermer dans cette, je cite Scheller, dans ce groll. Hein, le terme est... Voilà, qu'est-ce que c'est que le groll? C'est cette exaspération obscure, grondante, contenue, indépendante de l'activité du moi, qui engendre petit à petit une longue rumination de haine et d'animosité, sans hostilité bien déterminée. Donc vous voyez, il y a un phénomène d'indifférenciation de l'hostilité, mais en revanche, il y a un jet comme ça, une projection hostile sur le monde qui fait que précisément ce monde devient invisible, devient inaudible, sans couleur, sans potentialité de venir nous nourrir. Et puis le sujet ressentimiste aussi, c'est un grand spécialiste, souvent un grand spécialiste, il a une ingénierie absolument épatante sur la production de la non-issue. Donc c'est véritablement le sujet qui va trouver toutes les possibilités, c'est pour ça que c'est toujours très intéressant en termes de névrose, qui va pouvoir chercher toutes les possibilités pour ne pas produire une solution. Donc tout ce qui va essayer, hein, donc c'est d'une certaine manière, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, il est dans le succès de cette production de non-solution. Mais voilà, comment on produit de la non-issue? Vous connaissez peut-être ce texte de Václavic, un texte très intéressant, c'est-à-dire « Faites vous-même votre malheur hein. ». « Faites vous-même votre malheur », c'est un texte qui raconte comment, par exemple, tous ceux qui défendent éventuellement l'ultra-solution, parce qu'il y a plusieurs manières de produire de la non-solution. Il y a le fait de refuser quantité de solutions. Et d'ailleurs, quand on est en clinique, vous avez certains analysants, certains patients qui précisément viennent pour mettre en défaut le thérapeute et pour, d'une certaine manière, restaurer un peu de leur narcissisme pour se reprendre. Ce sont des techniques, encore une fois, il faut sortir du jugement, ce sont parfois des techniques de défense absolue, parce que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup de souffrance. Et donc, voilà. Alors, ça, c'est le premier point. Alors, pourquoi la question de la naissance? On en a dit là quelque chose. Alors là, c'est plutôt du côté éventuellement positif. Et encore une fois, si on se réfère aux thèses psychanalytiques, que ce soit chez Ferenczi, que ce soit chez Romain Rolland, que ce soit chez Freud, donc début du XXe,
années 20, années 30, il est posé qu'il y aurait chez le sujet ce que Roland appelle, et qui sera repris plus tard dans Malaise de la civilisation par Freud, un sentiment océanique. D'une certaine manière, il se jouerait presque au sens archétypal, un sentiment chez le sujet, un besoin d'une certaine manière, un besoin océanique, un besoin de faire. Alors qu'est-ce que c'est que le sentiment océanique? C'est un sentiment de faire un tout avec quelque chose. Alors avec quoi? On pourrait appeler ça d'ailleurs une espèce de fond harmonique premier, de fond cosmique. Ferenczi parle, lui, de tendance régressive thalassale, de vie océane. Et Romain Rolland, lui, va parler de cet élan vital, de ce jaillissement qui existe, comme si à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y avait cet archétypal. Alors, le côté positif, on va dire, le côté négatif, c'est quoi? On va commencer par le côté négatif, et puis comme ça, on ira sur le côté positif ensuite. Le côté négatif, c'est que, si nous sommes dans ce tel désir, dans ce tel besoin de faire un, de fait, s'il n'y a pas ce fameux autre pour faire un, ou ce sentiment à un moment donné de plénitude, nous sommes particulièrement fébriles, fragiles par rapport à cette question du manque, d'une certaine manière. Bon. À l'inverse, le côté positif peut être dire, mais au contraire, il y a là une appétence, il y a là une familiarité chez l'humain. De tout temps, l'humain aurait psychiquement, naturellement, cette possibilité, cette envie, mais aussi cette possibilité de faire un avec ce qui n'est pas lui. Donc, d'une certaine manière, il y a une aptitude inaugurale à la sublimation. Donc, vous voyez, on peut le voir d'une façon entre guillemets négative en se disant « Mon Dieu, on ne sera jamais capable de répondre à ce sentiment océanique » et en même temps, on peut le voir en disant « Mais tiens, au contraire, essayons de voir demain comment tous les outils que nous allons créer, la culture, le soin, l'art, etc., comment au contraire ça peut nous aider à valoriser cette océanique que nous avons de façon inaugurale pour précisément en faire une puissance et non pas une insuffisance. Alors, la question du lien avec la Renaissance, elle est assez évidente. C'est-à-dire que si on pose que le ressentiment, c'est ce qui empêche la naissance de quelque chose, c'est ce qui ferme, c'est ce qui clôture, c'est ce qui produit de la non-issue, c'est faire la rencontre avec le manque. Blanchot dit « naître, c'est manquer ». Et c'est assez magnifique d'ailleurs. Naître, c'est après avoir eu toute chose, manquer soudain de toute chose. Donc, en gros, première expérience de la naissance, c'est ce qui advient, et en fait, spécificité de l'être humain, au moment où il advient, il fait l'expérience profonde de l'effondrement, d'une certaine manière. Il fait l'expérience profonde de la perte, il fait l'expérience profonde du manque. Il n'y a pas d'objet, mais il y a le manque. C'est très intéressant de voir à quel point la question du manque, elle est constitutive pour le sujet, et elle n'a même pas besoin d'objet. De tout temps, nous sommes manquants. Alors, c'est clair que si nous considérons que nous allons remplir le manque avec un objet, c'est la piste aux étoiles on n'y arrivera jamais. C'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que le ressentiment est une pathologie de l'avoir et manque, si vous voulez, le fait que, bien évidemment, la seule manière de calmer cette histoire du manque qui vient nous terrasser et nous aspirer, la seule manière, c'est la symbolisation. C'est une question sur la question de l'être, sur la question du faire-œuvre, c'est-à-dire qu'en gros, il faut changer littéralement de chemin. Et il faut quitter la sphère classique de, je ne sais pas, la consommation, le monde matériel, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de toute matière, certainement pas, mais malgré tout qu'il faut aller sur ce terrain d'une aptitude à la symbolisation. Donc, la naissance et le ressentiment, on voit qu'il y a quelque chose qui est attrapé de ce côté-ci. Renaissance
et dépassement du ressentiment, de facto. Donc, la Renaissance, ce serait effectivement, comme dit Freud dans Malaise de la civilisation, Malaise dans la civilisation, la sublimation, c'est tout simplement la sublimation des instincts pulsionnels. Et d'ailleurs, il en fait la force régulatrice, civilisatrice première. Donc c'est non seulement la force la plus déterminante pour un sujet, pour qu'un sujet comprenne qu'en fait, se développer d'une certaine manière par rapport à notre sujet aujourd'hui, se développer, ce serait renaître sans cesse. Ça serait ça. Ça serait produire du commencement. D'ailleurs, c'est une notion qu'on trouve chez Hannah Arendt. On parle de natalité, de puissance de commencement, de puissance d'événement. La théorie de l'action, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une théorie de l'action? C'est le fait de faire advenir quelque chose, le fait de faire commencer quelque chose. C'est aussi le fait de durer, d'endurer, etc. Mais il faut-il d'abord déjà en passer par la question de la production d'ouverture. Donc ça, c'est la question de la sublimation. Alors, vous allez me dire, mais alors comment on sublime? Parce que là, on voit effectivement, par quantité de chemin. En fait, le chemin n'est pas classiquement, bien sûr, le faire-œuvre. Voilà ce que c'est. La sublimation, c'est différer, on en parlait tout à l'heure en entrée, c'est différer sa satisfaction. Alors, c'est quand même, c'est inventer aussi sa satisfaction, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le monde nous propose un univers totalement fermé et nous allons essayer d'inventer d'autres voies de satisfaction et de faire notamment, on l'a dit tout à l'heure, avec l'absence, de faire de la présence, par exemple. Bon, le faire-œuvre, c'est le territoire du monde artistique, c'est assez simple de comprendre, mais tout le monde, bien évidemment, n'est pas artiste. En revanche, la question du faire-œuvre, elle est bien plus vaste que la question du monde artistique. La question du faire-œuvre, elle est celle de l'engagement. Elle est celle d'une qualité de présence au monde. Quand tout à l'heure, on expliquait que très souvent, le ressentiment, c'est une atteinte sur le discernement, sur la manière de penser, une des façons de sublimer, c'est précisément d'aller user du regard micrologique et du regard constellaire, entre guillemets, dont parle Théodore Adorno dans différents ouvrages, notamment dans la dialectique négative. Et justement, c'est-à-dire de se nourrir comme ça de quoi ? De la richesse du monde qui nous entoure, tout simplement, de la beauté du monde qui nous entoure. Donc il y a véritablement... Nietzsche le dit différemment. Toutes choses veulent être tes médecins. Il dit ça dans la Zarathustra. Toutes choses veulent être tes médecins, c'est-à-dire que même le fait de regarder de manière extraordinairement puissante une fleur, un paysage, tel ou tel ressenti. Donc, il y a vraiment tout cet univers de l'esthétique qui fait que, oui, il peut y avoir un phénomène de sublimation. Bien évidemment, la sublimation, ça peut être le faire naître, avoir des enfants. C'est une modalité tout à fait classique. Ça peut être une forme d'engagement, engagement associatif, engagement politique. Dieu sait si aujourd'hui, tous ceux qui sont passés aujourd'hui ont raconté des vécus de sublimation qui passent par quantité de gestes possibles. Donc on voit que, voilà, il y a en gros, la sublimation, souvent, c'est rendre capacitaire une vulnérabilité, c'est-à-dire de faire du manque un levier et pas simplement un trou qui viendrait nous aspirer et dans lequel on ne ferait que sombrer. Alors, pour continuer, un auteur qui peut être tout à fait d'ailleurs intéressant parce qu'il est, je dirais, aux confins à la fois du militantisme, en même temps du soin, de la nécessité de faire soin, et en même temps de l'écriture. Donc il est allé sur quantité de possibilités comme ça, de sublimation possible, et avec toute la difficulté qu'il pouvait rencontrer par ailleurs, parce que c'est tout sauf simple. Donc il incarne une forme de difficulté et de confrontation au réel très très intéressante.
D'ailleurs, c'est le terme, puisque Achille Mbembe lui consacre une très belle préface, ça doit être dans Les damnés de la terre. C'est l'ouvrage, bien sûr, de Frantz Fanon, grand psychiatre, et qui, à Blida-Joinville, a voulu à la fois ne pas renoncer à la nécessité de soigner et à s'interroger sur comment on soigne dans un univers qui n'est qu'un univers, entre guillemets, d'injustice, de violence, de ressentiment aussi, qui est celui de la colonisation, et comment on affronte ça, et comment on fait pour justement mettre en place une résistance qui ne soit pas simplement la résistance du passage à l'acte, qui soit une résistance de la théorie de l'action et du soin, en l'occurrence aussi pour lui, mais comment on met en place une résistance et une désaliénation non seulement par rapport au fait de ne pas se laisser dominer par ceux qui se pensent dominants et ceux qui seraient dans un délire de sentiment de supériorité, mais de la même façon, comment on se désaliène aussi du sentiment tout aussi délirant, du sentiment d'infériorité, et qui est d'une certaine manière la domination des dominés. C'est-à-dire comment on échappe à cet étau qui est voilà, la folie, le délire de persécution d'un côté et le délire de persécution, dans le sens de produire une persécution, de l'autre. Et véritablement, ce qui est intéressant chez Fanon, c'est qu'il... Voilà quelqu'un, si vous voulez, qui produit une théorie au cœur même du chaos. Le chaos étant ce que Mbembe a appelé 3 grandes cliniques du réel, le nazisme, le racisme, l'expérience du racisme et le colonialisme. Et comment, par son écriture, je ne parle pas du moi Fanon. Le moi Fanon, je le laisse, je ne sais pas quelle était la mentalité profonde de Fanon. Je parle de l'œuvre Fanon, de ce qu'il nous a laissé en tant qu'œuvre. Cette œuvre-là est une œuvre de sublimation totale. C'est une œuvre qui vient nous permettre d'accéder à l'universel par toutes les fêlures, par toutes les blessures, par tous les chaos possibles que nous pouvons rencontrer, par toutes les injustices, et qui nous permet littéralement de produire ce qu'il appelle une décolonisation de l'être, et également, parce qu'il fait, c'est ça qui est extraordinaire, et on voit comment, en produisant cette décolonisation de l'être, en refusant d'être colonisé, entre guillemets, par les dominants et les dominés, comment on va produire ce qu'il appelle une déclosion du monde. Vous voyez, comme si on ouvrait le monde, et tout d'un coup, le monde devient immense. Voilà, comme si, d'une certaine manière, on faisait naître le monde à lui-même, et bien évidemment qu'on faisait naître un monde aussi pour nous, qui peut nous accueillir, alors même que la réalité dont il fait l'épreuve est une réalité de violence, de dénigrement, d'humiliation permanente, etc. Et lorsqu'on lit Fanon, on voit comment nous tous, nous, les damnés de la Terre, nous tous, faisons cette expérience des damnés de la Terre et comment nous produisons un chemin vers la naissance, vers la renaissance. Et là, on découvre véritablement que tous ceux qui veulent tenter cette aventure de l'universel, véritablement, trouveront en eux cette puissance du commencement. Alors, pour conclure, 3 petites choses. D'abord, utiliser, pour dire un mot du sujet, et du principe d'individuation ou du principe de subjectivation qu'il faut mettre en place justement pour essayer de faire travailler ces notions de renaissance, de commencement, etc. J'utilise souvent une figuration, on en a parlé là aussi tout à l'heure en entrée, qui renvoie au cortège dionysiaque. Alors pour ceux qui se souviennent, c'est la figure du Thiaz. Le Thiaz dionysiaque,
c'est vrai que j'aime bien parler du qu'est-ce que c'est qu'un sujet. Un sujet, en fait, ça n'existe pas. Donc comme ça, c'est réglé. Ça n'existe pas, c'est une idée régulatrice. En revanche, nous produisons chacun à l'intérieur de nous une dynamique de naissance, un principe d'individuation, un principe de commencement, vous l'appelez comme vous voulez, une force de sublimation. Et nous avons ce principe d'individuation, en fait, si on devait lui donner une figure, je pense que le thias dionysiaque serait tout à fait habilité à être cette figuration allégorique ou métaphorique. Le thias, donc il y a Dionysios en tête. On connaît la mythologie qui est celle de Dionysos et qui est un être dont la naissance a été avortée et qui déjà lui-même lutte pour advenir, pour naître. Et d'une certaine manière, il incarne le difforme, le plastique. Il est l'antithèse d'Apollon. Apollon, on va dire, c'est le nombre d'or. Dionysos, c'est le démembrement, c'est le laid, c'est le difforme, c'est la danse, c'est le border, quoi. C'est ce qui est sur la marge. Voilà ce que c'est que Dionysos. Et puis le cortège, donc le thias, derrière, ben là, c'est toute une série de les silènes, les faunes, les nymphes, les ménades. Et on pourrait considérer que toutes ces espèces de figurations sont des figurations de soi-même, pas forcément abouties, parfois ressentimistes, parfois insuffisantes. Il y a des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes, des espèces de centaures, de figurations multiples. Et on pourrait considérer que le principe d'individuation, d'une certaine manière, en fait, c'est tout le thias. Et on voit d'ailleurs que, c'est intéressant, il y a différents âges, et ça, la clinique analytique le raconte tout à fait, que parfois, pour sortir d'un traumatisme, il faut plusieurs générations. D'une certaine manière, si on prend le thème de renaissance ou de naissance, pour naître réellement, il faut plusieurs générations. Il faut plusieurs générations pour dépasser le mal qui a été subi. Il faut plusieurs figurations de soi-même pour enfin advenir. Donc vous voyez, la phénoménologie en fait d'une naissance est quelque chose de très sédimenté. C'est pas du tout quelque chose où on peut le lire d'une seule et unique manière. C'est beaucoup plus profond comme événement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cet enseignement de la cure analytique par rapport à ces notions-là, c'est qu'une renaissance, en fait, elle peut se jouer sur des temps très très longs. Pour renaître, il faut différents événements. On pourrait même pousser l'analogie en disant, voilà, il y a un enseignement des lois physiques, et puis il y a un enseignement des lois psychiques qui est un petit peu différent. Et cet enseignement des lois psychiques ou des lois de la métapsychologie nous enseigne que, en fait, les conceptions du temps, elles sont beaucoup plus ouvertes que ce que l'on peut croire, que l'on doit aller solliciter la synchronie, la diachronie, pour justement faire valoir des nouveaux espaces-temps, des naissances, mais des naissances, encore une fois, qui peuvent se jouer sur, quantité d'années. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, parce que si on ne saisit pas qu'il y a, encore une fois, une phénoménologie de la naissance qui est liée à une profondeur d'expérience, on rate tout simplement ce que peut être une renaissance. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Cynthia Fleury pour cette... alors je vais me mettre ici, voilà, en face de toi, ça sera plus simple, pour cette conférence extrêmement riche, avec énormément de thèmes qui ont été aussi balayés. J'ai retrouvé mon ami Frantz Fanon dans tes propos. Je suis
On a plein de choses à se raconter, du coup. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas, faites-le maintenant. Cynthia a abordé un thème qui est celui, finalement, du ressentiment et comment on va dépasser, sublimer ce ressentiment pour ne plus en être esclave. Si vous avez envie d'intervenir et que vos questions soient posées, vous le faites et moi, je me ferai votre interprète. Voilà donc. Cynthia, moi j'ai noté dans ton propos quelque chose d'extrêmement fort, que le ressentiment, c'était une auto-intoxication. C'est très très fort, ça, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui s'auto-intoxique. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que il faut faire une différence entre les souffrances que nous traversons plus ou moins tous, parce que nous ne sommes absolument pas égaux sur ces parcours de souffrance. C'est absolument vrai. Et puis, ce que nous allons construire, indépendamment de cette souffrance, comme une sorte de caisse de résonance, et qui va avoir plus tard avec la question du ressentiment. Et ça, c'est terrible parce que, bien évidemment, que dans une illusion d'optique, on peut penser que l'un est l'autre, que l'autre est l'un, alors que tout le travail, notamment en analyse, et quand je dis en analyse, c'est pas nécessairement en psychanalyse, c'est en analyse, c'est-à-dire en conscience réflexive, quand tout d'un coup, en philosophie, c'est quand tout d'un coup on essaye de comprendre pourquoi on a mal. Qu'est-ce qui nous fait mal? C'est d'aller décanter et de comprendre qu'à l'intérieur du mal, il y a bien évidemment toute une série de choses qui renvoient à des douleurs. Et puis, il y a ce que l'on va soi-même aussi, parfois, pas toujours, mais parfois, qu'on va fabriquer et qui va produire un enlisement dans cette souffrance. Et ça, c'est vrai que c'est, pour le coup, doublement, même doublement, ça c'est un terme insuffisant, c'est-à-dire qu'on a à ce moment-là une incapacité de sortir de cette souffrance. Scheller parle de jouissance du pire, parce que petit à petit, en fait, c'est un phénomène d'autoconservation, c'est-à-dire que comme la réalité est insupportable, qu'est-ce qu'on va faire? On va nier cette réalité. Et Freud le dit notamment dans un texte qui s'appelle Sur le fétichisme, on va produire un délire, c'est-à-dire une réalité qui nous va. Bon, et c'est un fétiche, comme un fétiche. Et en fait, très souvent, ce fétiche, c'est comment dire, un dénigrement. Un dénigrement d'un fait. Voilà, et qui nous permet comme ça, comme du formol, de nous auto-conserver dans notre colère rance. Et hélas, très souvent, c'est un phénomène d'auto-empoisonnement. Donc, soit il va nous emmener vers un dépérissement de nous-mêmes, soit, pour éviter le dépérissement de soi-même, on va le retourner contre l'autre et produire quelque chose d'une hostilité. Finalement, physique. les deux sont négatifs. Les deux sont, entre guillemets, un passage à l'acte, c'est-à-dire un empêchement de naître au sens d'une théorie de l'action. Alors, comment est-ce que tu expliques que la résilience dont parle Boris Cyrulnik ne soit pas possible pour certaines personnes? Est-ce qu'il y a des tempéraments? C'est une des questions les plus complexes parce que on ne sait pas en amont d'un individu, on ne sait pas pourquoi nécessairement des individus ne sont pas capables à un moment donné de sortir de ce ressentiment. Parce que tout existe. Je veux dire par là que vous avez des individus qui ont traversé des traumatismes puissants et ces traumatismes les aspirent. Vous en avez d'autres qui ont traversé des traumatismes tout aussi puissants et ils produisent une résilience. Et donc, ce qui nous fait dire malgré tout que donc il y a une solution de continuité. Donc, malgré tout, ce n'est pas parce que l'on subit objectivement
telle ou telle souffrance que nécessairement on devient un sujet ressentimiste, puisque nous avons quantité de preuves qui nous prouvent le contraire. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se trouve enlisé dans une répétition victimaire? C'est tout le travail, encore une fois, de la cure, c'est d'aller chercher pourquoi, à un moment donné, il y a eu cette bifurcation, hein, comme devant le Sphinx, pourquoi il y a eu cette bifurcation. Très souvent, elle se fait au fil à mesure du temps. Alors, est-ce qu'elle est définitive? Pas nécessairement. Est-ce qu'elle est difficile est-ce que c'est difficile de s'extraire de cela? Oui, c'est difficile. Tout dépend le désir du sujet. Tout dépend la conscience réflexive du sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un déni, est-ce qu'il n'y a pas de déni. Il est clair que quand il y a un déni, c'est quasiment improbable. Mais en revanche, pour tous ceux qui ont conscience à un moment donné que non, ce n'est plus viable, oui, là c'est possible. C'est possible de les accompagner et de leur redonner, qu'ils retrouvent eux-mêmes, bien évidemment, leur puissance résiliente, si on veut prendre le terme. C'est d'ailleurs une des démarches de France Fanon qu'on va aborder dans quelques instants, parce que son parcours est aussi intéressant en matière Fanon, de résilience. c'est assez extraordinaire en même temps, parce que bon, il nous a quittés trop tôt, et vers la fin de sa vie, peut-être avait-il fait un choix d'aller vers un militantisme plus conséquent. J'avoue que je ne saurais pas dire. Ce que je peux acter néanmoins comme pensée chez lui, indépendamment de ses engagements, un engagement qui signe sa pensée, c'est l'engagement du fait qu'il soigne. Donc c'est un engagement de pensée. Et puis c'est bien évidemment les écrits qu'il nous a laissés, et qui sont des écrits qui précisément empêchent la thèse ressentimiste à son égard. Puisque tu l'abordes, allons-y. Que ce soit dans Peau noire, masque blanc ou dans Les damnés de la terre, ce qu'il nous invite à faire, c'est sortir du regard de celui qui enferme. C'est-à-dire de porter soi-même un regard le plus bienveillant possible sur soi, et de ne pas rester dans le regard de celui qui nous enferme. C'est-à-dire qu'il est en lutte absolue contre la réification qui est proposée par... Réification, transformation des gens en objets. Hein. Exactement, par la chosification comme ça qui nous tombe dessus, qui soit celle du colonialisme, qui soit celle du nazisme, qui soit celle du racisme. Et aujourd'hui, on connaît d'autres avatars de la réification. Et voilà, et il nous propose, c'est vrai, un chemin de décentrement très 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 efficace par rapport à ces relents, je dirais, de domination qui par ailleurs sont très réels. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, Fanon, encore une fois, parce que ce n'est pas c'est un auteur qui est au cœur, encore une fois, de la difficulté. Donc je trouve que on peut aller... Et qu'il a vécu dans deux situations différentes, puisqu'il a vécu aux Antilles, et en Algérie plus tard, en étant justement médecin-chef à Blida. Tout à fait. Est-ce que dans notre société où l'on voit émerger des volontés d'être reconnu dans une identité plutôt que dans son humanité, est-ce que l'on peut voir là aussi une façon de s'aliéner et du ressentiment? Ce qui est terrible, c'est la question effectivement de la forclusion et de l'essentialisation. L'identité, on a tous des identités, et c'est tout à fait intéressant de pouvoir les revendiquer. On a d'ailleurs plusieurs identités, plusieurs loyautés, mais je trouvais que l'expression d'Amartya Sen, qui avait écrit, qui avait réuni dans un ouvrage Identity and Violence, justement ces termes, en montrant que si on avait une approche qui n'était plus une approche plurielle de l'identité, on avait nécessairement une approche captive de l'identité, prisonnière, et que, hélas, à ce moment-là, cette identité, elle ne nous permettait pas, certes, d'aller vers les autres,
mais même d'aller vers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un phénomène comme ça d'aveuglement, de repli, d'appauvrissement du sujet, d'affaiblissement. C'est ce que montrent bien Scheller, Nietzsche, etc. C'est que nous avons besoin de ce regard constellaire, entre guillemets, sur le monde pour précisément nous faire valoir aussi dans nos différences, etc. Donc moi, je ne suis pas du tout sur cette idée qu'on fait disparaître toutes les identités, ce qui serait tout aussi dommageable et qui n'a pas de sens. En revanche, l'essentialisation, tout l'enjeu, c'est de voir comment nos identités peuvent travailler avec la notion de l'ouvert, avec la notion de l'universel. Et nous avons, encore une fois, quantité d'auteurs qui ont fait, c'est ça qui est bien, ce chemin oui. Pour nous, et grâce, comme ça, nous pouvons aller les solliciter, des poètes, des écrivains, des penseurs, des médecins, des psychiatres. Et c'est vrai qu'en ce moment où les époques sont des époques de binarisation et de réflexes comme ça, de repli assez forts. Ce sont des sources culturelles absolument déterminantes pour nous échapper de ces prisons mentales qui nous sont proposées. Tu as aussi évoqué la notion de l'être et de l'avoir. C'est en tout cas ce que j'ai entendu, oui. Que cet avoir nous amenait vers une frustration qui menait à un ressentiment. J'ai entendu quelque part une invitation, une incitation à être. Est-ce que, comme le disait Yannick ce matin, Yannick Roudot, est-ce que être, ça passe par une spiritualité ? Alors, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le petit tour de passe-passe qui se passe dans ce qu'on appelle la société de consommation, la société d'ailleurs du spectacle, qui n'est pas si loin parce qu'on voit très bien que le déficit de symbolisation fonctionne aussi très bien avec le déficit d'attention. C'est pas neutre, ça. Et donc, je vais pas faire tout un laïus sur la manière dont nous transformons nos attentions en addiction, mais on voit très très bien qu'il y a un appauvrissement aussi sur ce point-là. Donc, c'est vrai que là, l'enjeu, c'est de comprendre que, voilà, on ne peut pas confier, si vous voulez, à la technique le soin de produire de la symbolisation. On ne peut pas confier à simplement le territoire de la possession, de l'avoir, le soin de la liberté. Tout ça, on le sait, si vous voulez. Mais c'est particulièrement... Alors, c'est une vérité, pour le coup, psychique. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut se retrouver sans maison. Hein, ce n'est pas du tout ça l'enjeu. Mais c'est malgré tout, ce qui est proposé comme... qui malgré tout est la société d'hyperconsommation, c'est-à-dire de rentrer dans un phénomène addictif, cumulatif, où l'avoir suit l'avoir systématiquement, sans réflexion, produit en fait de la perte. Nécessairement. C'est ça que racontent tout simplement les psychiatres, les cliniciens, c'est que par le fait de rajouter de l'avoir à l'avoir, en fait, vous produisez un sentiment de perte et vous ne vous permettez pas à un moment donné d'apaiser tout simplement la relation au manque. Vous la déplacez sans cesse. Bon, et donc, ça, c'est... Finalement, on construit du manque en permanence, quoi. Voilà, on construit du manque en permanence, on construit de la décompensation en permanence, et résultat, du compulsionnel pour réparer cette décompensation, c'est-à-dire tout de suite on va là immédiatement ne pas différer, là tout de suite et maintenant, vous voyez comment la sublimation c'est différé. Donc tout ça fait que c'est vrai que l'enseignement aujourd'hui, un petit peu le partage des lois psychiques peuvent être intéressantes pour comprendre comment nous fonctionnons dans la société. Il ne s'agit pas de psychopathologiser tout, pas du tout. Il s'agit simplement de comprendre qu'il y a des lois, de la même façon qu'il y a des lois sociales, des lois physiques, il y a aussi des lois psychiques, et qu'elles nous permettent de mieux comprendre comment nous fonctionnons seuls et à plusieurs.
Il y a Renaud qui nous a écrit et qui dit « La frustration sublimée en réflexion créative et en action pour résoudre efficacement cette frustration est un formidable ressort d'innovation et de projet ou progrès, peut-être. Merci pour cette heure de réflexion et d'introspection. » Merci, mais c'est clair que pour le coup, alors là c'est le pompon si j'ose dire, c'est quand on a transformé, c'est quand tout à l'heure on parlait des vulnérabilités capacitaires, des manques comme levier. Il est clair que alors si on fait de l'occasion d'une frustration un principe d'innovation, bon, on a tout gagné. Ça c'est le chemin royal. C'est pas toujours simple, mais encore une fois ça s'apprend. Alors qu'on est très souvent dans une approche très caractérielle de cela, comme si il y avait des caractères, vous savez, qui étaient tout à fait naturellement aptes à dépasser cette frustration. Ils ont reçu je ne sais pas d'où, d'un endroit divin, connecté au ciel. Voilà. Ils ont cette aptitude, pas du tout. Hein, ça s'appelle l'éducation, ça s'appelle la culture, ça s'appelle le soin. Et donc, ce sont encore une fois des outils que nous construisons à plusieurs, et c'est ainsi que non seulement nous éduquons les enfants, mais que nous nous éduquons tout au long de la vie pour précisément pas nous faire piéger par nos propres frustrations. Patrice nous a écrit également, il dit « Être, c'est comprendre le retour à la nature, et la liberté est la conscience de ralentir et d'apprendre le manque ». C'est énorme, ça, comme être, c'est le retour à la nature. Alors après le retour à la nature, on avait co-dirigé avec ma collègue du muséum, Anne-Caroline Prévost, 2 ouvrages plus spécifiquement sur, d'une certaine manière, non pas le retour à la nature, mais le souci de la nature. Alors, on peut l'entendre de différentes façons, mais aujourd'hui, en tout cas, alors si vous reprenez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le sentiment océanique, Ferenczi, lui, a parlé de, comment dire, des origines partagée entre guillemets entre la vie terrestre et puis la vie du sujet, comme s'il y avait dès le départ ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire un lien au vivant pour tout simplement comprendre ce que nous sommes. On le dit de façon un peu spirituelle et éthique, mais on le dit aussi de façon biologique, hein, quand on parle du microbiome et du microbiote bactérien, il fait partie intégrante de notre sujet. Donc, pour le coup, ce lien à la nature, on peut l'entendre de quantité de manière très, très organique avec le microbiote jusqu'à la réalité de notre lien à la nature pour demain produire des solutions entre guillemets d'habitabilité de ce monde viable. Bon, c'est le programme du 21e siècle. Hein, donc c'est assez... je veux dire, il y a du pain sur la planche. En tout cas, merci beaucoup Cynthia pour ce moment de réflexion qui était extrêmement intéressant et puissant, je crois. On peut applaudir dans la salle. Et bien sûr... puis je salue ceux qui sont présents. Alors, il y en a aussi ici, mais en l'occurrence, je salue ceux qui sont derrière leurs écrans. Je précise également que tu as écrit un livre qui a pour titre « Si J la mer d'amertume hein, », bien sûr, édité chez Gallimard. Vraiment, merci pour ces réflexions qui nous sont très utiles et qui nous permettent de nous repositionner, nous, en tant qu'êtres humains, dans nos rapports les uns avec les autres et aussi sur cette planète. Merci.